À notre émission de la semaine, nous mettons le cap sur la République démocratique du Congo, ce pays situé en plein cœur du continent africain. Nous recevons la présidente de la communauté congolaise de Montréal, la COCOM, dont Maître Magui Mujangui, ainsi que M. Héritier Mpiana, qui est le directeur de cabinet adjoint de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, donc de la République démocratique du Congo, Madame Ève Bazaïba. J'ai fait une faute, je recommence, Madame Ève Bazaïba, parce qu'on m'a corrigé par rapport à ça. Et en deuxième partie de cette émission, nous recevons Flavia Nascimento qui est avec nous à l'émission où il sera évidemment question de la musique du Brésil. Je précise ici que c'est la première partie donc de l'interview que nous allons réaliser avec les responsables donc de la communauté congolaise de Montréal et ainsi que le directeur du cabinet donc du vice-premier ministre de la République démocratique du Congo. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka, bienvenue dans notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. À l'émission, aujourd'hui, nous mettons le cap sur la République démocratique du Congo. Nous avons des invités de marque à l'émission. En l'occurrence, bien sûr, un monsieur très important qui est venu assister ici, en fait, à la conférence, la COP15 à Montréal. Il va se présenter lui-même tantôt. Et nous avons également la présidente de la communauté congolaise de Montréal, que vous connaissez déjà. Elle est avocate. Elle est avec nous également à l'émission ce soir, donc on parle de la RDC. Bonsoir. Bonsoir à vous. Comment ça va? Très bien. Ça va. Je vous sens là, en forme, de bonne humeur. Oui, ça va. En principe, on n'a qu'à être en forme. Dites-moi, vous qui nous venez de Kinshasa, du Congo, comment ça va? En tout cas, ça se passe bien à Kinshasa, Oui. la capitale de la République démocratique du Congo. Je sais qu'ici à Montréal, il fait très très froid. Ah oui. Alors que là-bas, il fait beau. Ouais. Avec une très très belle chaleur sur la ville de Kinshasa. J'ai communiqué avec ceux qui sont là et aujourd'hui, je crois que la température varie entre 30 et 32 degrés. Oh, pardon, ne faites pas ça. C'est un péché, ça. C'est vraiment Kin la belle. Ah, ici, on dit il fait fret. Ben fret. Ça veut dire il fait froid. Vraiment. Merci de votre présence à l'émission. Maître, comment ça va? Ça va bien, merci. La communauté congolaise. De me recevoir encore. Ça fait la troisième, quatrième fois, je pense. Je n'ai jamais compté. Je sais même plus. Mais la communauté congolaise va bien. Elle va très bien à Montréal. Merci beaucoup. Vous vous êtes distingué, maître, au cours d'une grande manifestation dans la capitale nationale canadienne, où toute une délégation des Congolais, dont vous-même d'ailleurs, était présente. Pouvez-vous nous donner juste quelques éléments avant qu'on aille vers monsieur le conseiller? Justement, donc il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés. C'était le 26 novembre pour être précis. La communauté congolaise du Canada, donc la diaspora congolaise du Canada, nous avons fait une descente sur la colline parlementaire à Ottawa-Gatineau pour sensibiliser les autorités canadiennes à la réalité congolaise actuellement. Comme vous le savez, et peut-être pour ceux qui ne le savent pas, à l'est de la République démocratique du Congo, il y a une guerre qui dure depuis plus de 20 ans. Et nous avons sensibilisé les Canadiens et les autorités canadiennes à deux réalités. La première, à l'est de la République démocratique du Congo, là où nous avons des hostilités, nous avons la plus grande mission des Nations Unies. Il faut rappeler aux gens que la mission des Nations Unies dans son rôle de maintien de la paix a été proposée aux Nations Unies par un premier ministre canadien, M. Pearson, en 1956. Parce que lorsque les nations se sont réunies pour créer les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, ils ont voulu avoir des missions d'observation. Quand la paix internationale est menacée, venir observer, voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi et comment. Mais à un moment donné, les gens ont dit non, on ne peut pas juste aller être des spectateurs. On peut agir pour aider que la paix revienne lorsqu'elle est menacée. Et c'était une idée qui venait du Canada, le premier ministre canadien Pearson à l'époque. Donc, je me dis, on est lié avec le Canada à différents niveaux par rapport à ce qui se passe à l'Est. Et aujourd'hui, il y a des rapports des Nations Unies qui ont documenté que les rebelles qui sont en train de ravager la population civile à l'Est sont appuyés par un de nos pays voisins, notamment le Rwanda.
Nous voulons que le Canada... Il y a eu des preuves pertinentes? Oui, il y a des rapports des Nations Unies. D'ailleurs, malheureusement, la dernière preuve en date, c'est le massacre de Kichiché, qui a eu lieu il y a quelques jours. La MONUSCO est descendue sur le terrain pour investiguer, et il y a la responsable de la MONUSCO, Mme Bintou Keïta, qui a fait un discours pour dire qu'ils ont trouvé des preuves qui attestent à le fait que les massacres ont été perpétrés par les M23. D'accord, mais j'ai envie de vous demander... en fait, les Congolais ne sont pas dupes. Les Congolais ne sont pas dupes. Avant de parler avec monsieur le conseiller, c'est depuis l'accession du Congo à son indépendance politique. Les problèmes ont commencé un petit peu avant, puisque Lumumba parlait fort, et les problèmes ont continué après, et les problèmes continuent encore à ce jour. Ma question, le public montréalais, québécois qui suit, je vous rappelle que lorsque M. Patrice Lumumba est venu ici à Montréal, il n'a pas été reçu par le gouvernement ni québécois ni canadien, il a été reçu par le maire de la ville de Montréal. Il a été reçu à l'hôtel de ville de Montréal. Sa signature figure encore. Le gouvernement canadien ne l'a pas reçu, encore moins québécois. Aujourd'hui, on se retrouve encore, on est encore en train de parler de la crise congolaise, encore une fois. Et encore une fois, c'est l'Est. Alors, je m'arrête là. Ma question ici, vous qui êtes là, nous qui sommes ici, qui sommes en fait quand même des intellectuels, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui nous sommes arrêtés, qui avons réfléchi, qui avons observé, connaissons, on a des solutions. Quelle solution? Quelle est la solution que nous proposons à notre peuple, au public canadien qui nous suit actuellement? La solution que nous proposons, je ne pourrais pas dire qu'elle est simple, mais on peut aller avec ce qui est faisable, ce qui est obtenable. C'est-à-dire? Qu'est-ce qui peut être obtenable? Nous pouvons obtenir du gouvernement congolais, du gouvernement canadien, pardon, de se prononcer sur la crise. Nous voulons qu'il condamne ouvertement le Rwanda qui est en train d'appuyer les rebelles. Pourquoi le Canada? Parce que le Canada, c'est une grande puissance mondiale. Le Canada est un pays membre du G7. Le Canada est un pays membre du G20. Nous voulons que le Canada, c'est un pays ami de la RDC aussi. Il faut appuyer la RDC actuellement dans la recherche de la paix. Et pourquoi le Canada ne le fait-il pas, selon vous? Peut-être qu'il faut poser la question aux autorités canadiennes. Je ne peux pas répondre. Parce que la crise ne date pas d'aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Pourquoi le Canada ne le fait-il pas? Pourquoi il ne le fait pas? Je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, nous voulons faire la demande publiquement et ouvertement pour que nul n'en prétexte ignorance. Comme ça, demain, personne ne dira, mais oh, peut-être on ne savait pas, on était occupé à autre chose. Actuellement, il y a plusieurs crises dans le monde. Il y a plusieurs crises, il faut dire. Il y a la crise en Ukraine, il y a la crise en Afghanistan, il y a des crises un peu partout. Mais nous, levons la voix pour dire, voilà, il ne faut pas oublier cette crise qui date de 20 ans et nous voulons qu'il y ait des actions concrètes maintenant, notamment la dénonciation. Deuxième chose qu'on peut faire, le Canada, c'est un pays qui vend des armes. Le Congo actuellement vit une restriction qui l'empêche d'être capable de se procurer des armes et de se défendre. Et pourquoi? Parce qu'il y a une résolution des Nations Unies. Et pourquoi cette résolution? À l'époque, je veux dire 2008-2009, il y a des enquêtes des Nations Unies qui ont démontré qu'il est arrivé que les armes que se procurait le gouvernement congolais se retrouvaient dans des sites, des actions perpétrées par des rebelles. Comment expliquer que des armes achetées par le gouvernement se retrouvent sur des sites où des rebelles ont commis des exactions sur les civils? Alors, les Nations Unies ont pris cette résolution-là. D'abord, c'était un embargo total, plus de vente des armes en RDC. Et puis, l'embargo a été levé, mais il y a une restriction qui fait que tout celui qui vend des armes à la RDC doit signifier aux Nations Unies la liste de matériel militaire fourni. Le Canada a vendu des armes en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un pays riche, c'est un pays pétrolier, mais le Canada a vendu des armes. Donc, nous savons que le Canada vend des armes. Au jour d'aujourd'hui, dans la législation canadienne, le Canada a une série de lois qui sont prises en lien avec les résolutions du Conseil de sécurité. Les lois canadiennes par rapport à la RDC sont encore au niveau de la résolution de l'embargo. Ils n'ont même pas encore évolué pour prendre... Donc, vous souhaitez qu'il y ait un changement quelque part? Qu'il y ait un changement de loi parce qu'aujourd'hui, la RDC est à la recherche des solutions. Pourquoi pas la RDC peut acheter des armes au Canada? D'accord. Pourquoi pas? C'est une idée que je lance. Je ne suis pas du gouvernement, ni canadien, ni congolais, mais on se dit ce sont des actions qui peuvent être faites. Mais la plus importante, la plus grande, c'est une prise de position officielle, publique, contre l'agression qui se passe au Congo. Nous voulons que nos pays amis se manifestent. Et maintenant, c'est le temps pour dire, voilà, nous condamnons l'appui du Rwanda au groupe rebelle. Et pourquoi pas s'investir pour que cet appui cesse, que ces tueries cessent et que la paix revienne à l'est du Congo. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka.
Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer! On va aller vers M. Héritier Mpiana, directeur de cabinet de la vice-première ministre de l'Environnement de la RD, Mme Eve Baïzaba. Bonjour encore une fois. Avant d'aller plus loin, le public vous a observé certainement, et les Congolais particulièrement. Qui êtes-vous? Vous l'avez si bien dit, je suis Héritier Mpiana Pierre, directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Peut-être vous n'avez pas bien prononcé le nom. Elle s'appelle Madame Eve Bazaïba Massoudi. Bazaïba. Bazaïba Massoudi. Bazaïba. Et moi j'ai dit? Bon, moi je vais m'accrocher à ce qui est bon. Je vais m'accrocher à ce qui est bon, à la bonne prononciation que vous venez de me donner tout de suite là. Je crois que c'est maintenant impeccable. D'accord. Donc, d'abord, je voudrais rebondir sur ce que Madame venait de dire. Oui. Rebondir, c'est-à-dire féliciter la diaspora congolaise aujourd'hui qui démontre par ces genres d'actions que nous, République démocratique du Congo, nous, Congolais, partout où nous sommes, que ce soit au pays ou à l'étranger, nous avons pris conscience de la valeur même de notre pays. Nous avons pris conscience de ce que nous valons. Nous avons pris conscience qu'il est temps que nous puissions tourner vers l'avant, que nous puissions chercher comment nous pouvons développer notre pays. Pourquoi ça a pris autant de temps? C'est hyper important. Pourquoi ça a pris autant de temps? Il est vrai qu'aujourd'hui, peut-être les historiens me donneront beaucoup de détails, mais je crois que les États-Unis, pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, ils ont pris beaucoup de temps. Bien sûr. Depuis l'indépendance des États-Unis jusqu'à aujourd'hui, c'est plus d'une centaine d'années. C'est vrai. Vous comprenez? Depuis, il en est de même avec beaucoup d'autres pays du monde. Ça prend du temps, mais lorsque les citoyens d'un pays prennent la conscience de la valeur de leur propre pays, prennent la conscience de tout ce qu'ils ont comme potentialité, ça crée un réveil. Et c'est avec ces réveils-là que nous, aujourd'hui, nous sommes sûrs que notre pays est sur la bonne voie et que nous avons la possibilité de pouvoir espérer un lendemain meilleur. Pourquoi je l'ai dit? Nous sommes ici à Montréal, au Canada, pour participer à la conférence des partis sur la diversité biologique, sur la biodiversité, la COP 15, la 15e conférence des partis sur la biodiversité. C'est une conférence qui réunit tous les pays membres des Nations Unies qui ont ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur la biodiversité. Mais c'est une conférence qui présente beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux, et pour nous, en tant que République démocratique du Congo, mais aussi pour le monde entier. Pourquoi nous le disons? Parce qu'aujourd'hui, étant donné que nous, Congolais, nous avons compris, à travers la politique actuelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, incarné par l'ensemble du gouvernement. Nous, au niveau du ministère de l'Environnement, dirigé par son Excellence, Mme Eve Bazaïba, nous avons pris conscience de la valeur de notre pays. Aujourd'hui, nous présentons les Congos comme un pays solution. Un pays qui a des solutions à toutes les crises aujourd'hui qui frappent l'humanité en ce qui concerne d'abord les changements climatiques, mais aussi en ce qui concerne la biodiversité aujourd'hui. Il faut noter qu'aujourd'hui, la RDC, comme on l'a toujours dit, c'est un pays continent avec ses 2 345 000 km². Oui. Et avec à peu près 155,5 millions de forêts humides qui couvrent plus de 60% de l'espace du territoire national. En tout cas, toute cette partie couverte par les forêts regorge une immense biodiversité qui aujourd'hui est hyper importante pour le monde. Le monde est menacé. La diversité biologique est menacée. Il suffit seulement de regarder comment les gens ont paniqué avec la crise en Ukraine. Il y a aujourd'hui la crise non seulement en ce qui concerne l'approvisionnement en gaz, mais aussi il y a une crise alimentaire qui s'annonce. Les Nations Unies en ont parlé. Les gens ont concentré beaucoup d'efforts
sur les céréales, sur tout ce qui était produit en Ukraine. Mais oublions que nous avons un pays continent qui a autant de millions de terres arables, qui est la République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui une terre d'opportunité. Je vais vous dire une chose, il se tient actuellement aux États-Unis la conférence entre les États-Unis et l'Afrique. La RDC y est bien représentée par son Excellence, Monsieur le Président de la République lui-même, mais il y a aussi bon nombre de ministres qui l'ont accompagné, parmi lesquels Madame F. Bazaïba, vice-premier ministre. Et là, nous présentons également au monde notre pays comme une terre d'opportunité, avec tout ce que nous avons comme potentialité. J'ai parlé ici des forêts, 155,5 millions de forêts humides. Aujourd'hui, nous sommes un poumon du monde, un réservoir de carbone capable de séquestrer plus de 10 ans des émissions de gaz à effet de serre émises par le monde entier. Donc, avec toutes ces potentialités, nous disons au monde, il n'est plus question pour nous de nous lamenter. Nous venons au monde comme un pays qui a des solutions. Et à la crise climatique, mais aussi à la crise qui menace la diversité biologique. Bon. J'ai parlé des forêts, excusez-moi. Oui, j'ai parlé des forêts, mais il ne faut pas oublier, nous avons aujourd'hui aussi, lorsque vous regardez la République démocratique du Congo, c'est 10% d'eau douce du monde entier. Vous prenez tous les pays du monde, les eaux douces de la RDC, c'est 10%. Vous prenez tous les 54 pays africains, les eaux douces de la RDC à elles seules, c'est 52%. Donc les autres 53 pays se partagent à peu près 47% d'eau. Mais les eaux douces, ça se trouve chez nous, une bonne partie. Et là, dans les eaux douces, nous avons aussi la diversité ou la biodiversité aquatique, ce qui permet que nous puissions aujourd'hui avoir un réservoir important des poissons et de tout ce qu'il y a dans nos fleuves, dans nos rivières. En tout cas, nous en sommes fiers, nous, en tant que Congolais aujourd'hui. À part les ressources hydrauliques, nous avons aussi des minéraux stratégiques aujourd'hui. Des minéraux qui sont capables aujourd'hui d'aider le monde entier à lutter contre les changements climatiques, notamment les coltans. Malheureusement, c'est les coltans qui nous créent la guerre à l'est du pays, laquelle guerre nous condamnons avec la dernière énergie. Cette guerre qui est en train d'être créée par un gouvernement bien connu, qui est le gouvernement rwandais, qui se cache derrière un mouvement armé, un mouvement terroriste du M23. Mais nous avons les coltans, nous avons de l'or, nous avons les cuivres, nous avons les cobaltes, nous avons les diamants, nous avons tous les... J'ai animé une conférence dernièrement, j'ai dit, aujourd'hui, peut-être le monde ne le savait pas, vous prenez les tableaux périodiques de Mendeleïev, tous les métaux qui y sont cités se trouvent en République démocratique du Congo. Les nickel, les mercure. Tous les métaux cités dans le tableau de Mendeleïev. Je vais juste préciser ici, le tableau de Mendeleïev, c'est ce tableau que l'on donne en fait pour les étudiants qui commencent des cours de carrément chimie. Voilà. Où il y a en fait tous les éléments qu'on a H2O et tout ça. Parce qu'on a appris ça par cœur. Oui, vous vous souvenez, nous, lorsque nous étions encore aux humanités, nous avons appris ça par cœur. Et moi, je me souviens de mon enseignant de chimie qui nous avait appris comment prononcer Libébek, Nofne, Namgal, Sipe, Esclar, Kaka. Donc, pour nous aider à maîtriser tous ces métaux-là que nous retrouvons aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que nous comprenons qu'avec tous ces métaux-là, avec les coltans, nous avons la possibilité d'avoir des cartes mères que nous retrouvons dans nos téléphones, et dans votre tablette que vous avez, et même les cartes mères que nous retrouvons dans des voitures électriques. C'est avec les coltans qu'on en fabrique. Nous avons les cobaltes pour la fabrication des fils électriques. Nous avons le lithium pour la fabrication des batteries. Pour les voitures électriques et autres. Qui font fonctionner aujourd'hui les voitures électriques. Nous avons tout aujourd'hui pouvant nous aider à booster la transition énergétique dans notre pays. Donc, comme pour dire que la RDC, c'est une terre d'opportunité. Un pays riche. Il y a des gens qui nous ont menti depuis plusieurs années. Peut-être nous, on n'avait pas encore... D'accord. Mais si vous permettez, je peux quand même... Excusez-moi de finir par là. Beaucoup de personnes nous ont menti en disant... pour nous dire que nous, RDC, nous sommes un pays pauvre, très endetté. Mais aujourd'hui, nous, Congolais, nous refusons
Mais justement, nous refusons d'accepter que nous sommes un pays pauvre. Justement, si vous permettez que je vous pose cette question. Mais nous n'avons pas seulement des technologies pour pouvoir exploiter et développer toutes ces richesses-là. Voilà pourquoi nous sommes au Canada. Nous disons à tous les partenaires, venez et investissez dans notre pays, amenez vos technologies pour permettre à ce que, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, et vous et nous puissions nous puissions atteindre les objectifs de développement durable auxquels tous nous avons adhéré dans ce qu'on appelle l'agenda mondial pour le développement. Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur Héritier Mpiana, le public québécois, montréalais qui vous suit, qui vous regarde actuellement, certains parmi eux évidemment découvrent, en vous écoutant, découvrent ce vaste pays, ce grand pays africain dont on parle si peu d'ailleurs dans le monde, en dehors évidemment des crises politiques. À vous entendre parler, on a cette impression, évidemment, que c'est un Eldorado. Le Congo, c'est un Eldorado. Absolument. C'est pratiquement le paradis terrestre comme tel. Mais le public montréalais qui vous suit, il se pose cette question. Monsieur, comment expliquer que votre pays est pauvre? Parce que pour eux, ils voient la pauvreté. Pour eux, ils voient la production, n'est-ce pas, d'une grande quantité de Congolais qui fuient leur pays. Le Congo est parmi les pays qui produit le plus de personnes qui quittent leur pays pour aller à l'étranger, c'est-à-dire des immigrants, c'est-à-dire des gens qui cherchent une nouvelle vie. Parce que chez eux, ça va mal, tout simplement. Si ça allait bien, ils resteraient chez eux. Ils parlent. On parle aujourd'hui d'une diaspora. À l'époque, moi j'étais déjà là, depuis 1973, on ne parlait pas de diaspora. On parlait, les Congolais voyageaient, ils étaient très fiers de rentrer chez eux. Ils avaient même hâte de rentrer chez eux, comme mes parents. Aujourd'hui, les gens partent pour ne plus revenir, ou revenir et snober leurs frères qui n'ont pratiquement rien. Alors déjà là, on se pose de nombreuses questions. L'homme d'affaires québécois qui vous suit actuellement, il vous écoute, il vous dit « Oh là là, mais c'est merveilleux ça, il y a le lithium, l'on en cherche ici, il y a ceci, il y a cela. » Mais il y a une certaine désorganisation qui date depuis dans ce pays-là. Est-ce que les hommes politiques congolais sont-ils prêts à mettre de l'ordre, à travailler ensemble? Vous le savez, les mentalités occidentales, chez les Blancs, comme on dit souvent, ils aiment l'organisation parce qu'eux-mêmes sont très bien organisés. Quand ils sont venus chez nous, ils étaient déjà très bien organisés, bien structurés. Et ils ont fait les choses. Ils nous observent, ils voient, voilà, mais nous, entre nous, on ne s'aime pas. On a des problèmes. Bref, je m'arrête là. Qu'est-ce que vous dites à cela? Et tout à l'heure, je vais laisser également à Maître Magui Mujangui de pouvoir réagir. Allez-y. Bon, je comprends bien, mais je ne suis pas sûr que vous puissiez avoir raison dans tous les compartiments. Il faut que je vérifie d'abord les statistiques. Je n'ai pas raison. C'est justement, je veux que vous nous expliquiez. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je vais me donner l'exercice de pouvoir vérifier les statistiques pour comprendre réellement si les Congolais sont parmi les premiers immigrés à travers le monde, parce qu'il y a beaucoup d'autres immigrés. Lorsque vous regardez sur la côte atlantique vers tous ces immigrés qui meurent dans l'océan, ces jeunes ces jeunes qui meurent dans l'océan vers l'Espagne, la majorité ce sont des Sénégalais, l'Afrique de l'Ouest. Congolais, c'est vrai. Généralement c'est l'Afrique de l'Ouest. Alors je ne vois pas un nombre important des Congolais dans cette catégorie de personnes. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, il est vrai que, je vous ai dit, les États-Unis ont pris beaucoup d'années pour se développer. Oui. Nous avons eu notre indépendance depuis 1960. C'est vrai, nous avons pris beaucoup de temps pour pouvoir enraciner notre démocratie, pour pouvoir entamer ou amorcer le décollage même de ces vols de développement. Mais je voudrais vous garantir à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui que la République démocratique du Congo est plus que prête aujourd'hui à s'envoler. Pourquoi je l'ai dit? Tout ce que j'ai pu démontrer ici, je l'ai dit une fois dans une conférence, ici toujours à Montréal, c'était je crois bien au mois d'octobre, à l'hôtel Bonaventure. Il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert, qui n'avaient pas encore su qu'au Congo, on pouvait trouver toutes ces opportunités. Je vais vous surprendre. Allez-y. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons lancé un appel d'offres pour l'exploitation des blocs pétroliers. Des blocs pétroliers? Des blocs pétroliers. Nous en avons combien? 30 blocs, parmi lesquels 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. En Europe, les gens souffrent à cause de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Oui.
Le gaz. Un problème des gaz. Oui. Mais chez nous, il y a les gaz qui chôment. Il y a les gaz qui chôment sur les lacs Kivu et sur les lacs Albert qui peuvent être exploités comme solution à la crise des gaz qui s'est vue en Europe. Pourquoi ça l'est pas? Et pourquoi ça l'est pas? C'est le travail que nous faisons pour faire appel aux différents investisseurs. Nous n'avons pas de technologies pour exploiter ces gaz-là. Et surtout que les gaz aujourd'hui constituent, s'il n'est pas exploité, les gaz méthane constituent une menace pour la population parce qu'à un moment donné, ça risque d'exploser. Et surtout que les gaz de la RDC se trouvent non loin du volcan, les volcans de Nirangongo. Donc tout ça, ça constitue un danger pour les populations de la sous-région. Voilà pourquoi nous allons continuer à faire un appel aux investisseurs, à quiconque a des moyens de venir dans notre pays et de mettre les moyens pour voir dans quel... Et vous lui garantissez évidemment...